Et l'agenda de la semaine servi avec son petit Maxime Brossard. En plat de résistance, nous aurons un sublime débat sur la Ligue des Champions. Et enfin, le dessert gourmand avec comme invité Philippe Gardan, l'entraîneur du Phoenix Toulouse Handball. Avec nous ce soir, Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. Marek Keta. Bonsoir Marek. Bonsoir Jean. Et Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment vous allez en ce lundi 30 septembre 2019 ? On est en pleine forme. En pleine forme ? Ouais. Surtout après un aussi beau jeu de mots dans votre introduction, Jean. Ouais. Vous Ça fait plaisir là. Vous avez l'air fatigué. Ça se voit tant que ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi tout. C'est l'air espagnol, ça fatigue. Ah. Un petit week-end à Madrid. Ah. Avec Atlético- beaucoup de sommeil. Atlético Real ? Malheureusement, non. Trop cher. C'est vrai ? Ouais. Combien ? Rabattu sur le basket, c'était 200 € la place. Ah, quand même, Pour aller ouais. voir. Donc c'est rabattu sur le basket, c'était très sympa. Combien le basket ? Vu le Real Madrid, c'était 20 €. Ah oui. 20 € pour voir 5 finalistes du championnat du monde. 2 Espagnols, 3 Argentins, dont peut-être le meilleur, Facundo Campasso. Qui était, Ah oui, le meneur, ouais. c'est rien que Oui, sur le terrain. C'est pas mal. Ça vaut les 20 balles. Ça vaut le coup. Et vous, ouais. Jean, on vous retourne la Eh question parce que Moi, vendredi soir, il y avait le match de l'année, le match à suivre. Ah oui, oui. Ouais. Moi, j'ai passé un merveilleux week-end. Sochaux a gagné à Toulouse contre Rodez. On a reçu Ouais, des textos tout le week-end. Ah oui, oui, Ah oui. ouais, bah là. T'es en fusion là. Ah, c'était la fête, 14 Oh là là. juillet pour moi. Ah oui. Il s'en Exceptionnel. souviendra, il s'est fait tatouer la date déjà. Sa cicatrice sur le mollet là. Et vous, Maxime ? Ben ça Votre va, week-end. tout va bien. Et puis ce soir, il y a quand même Camping Paradis, inédit en plus. Donc on se régale quoi. Oui, Ouais, vous regardez ? ouais, j'ose pas le dire, mais oui, non, je rigole, je regarde pas ça quand même. J'aime le cinéma, j'aime la culture, j'aime l'art quoi. Je vais pas regarder Camping Paradis. Hein. En plus, ce soir, il y a sa tante du Canada qui n'a Ah. pas vu depuis 10 ans qui vient au Camping Paradis. Ah ouais. Marek, Camping Paradis, bien évidemment, vous Bah, regardez. Bah écoutez, oui, je fais mon devoir de journaliste. Et s'il veut revenir dans l'émission, il est obligé de le regarder. Je suis obligé de faire plaisir à Jean là, sinon il n'y a pas la bonne. Alors. Bon, parfait. Vous avez suivi un petit peu l'actualité sportive, j'imagine ? Ah oui. Eh ben, on va vérifier ça. On va tout de suite démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Et chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué, une joie, une déception. Alors, on va pas parler de Camping Paradis, mais on va parler quand même du Canada. On va parler avec vous de la NHL, la reprise du championnat. Oui, voilà. Maxime Brossard. On reste au Canada, plus ou moins. La transition est parfaite. Ce jeudi, donc, c'est la reprise du championnat nord-américain, la NHL, avec une première journée qui va être sympa. Il y aura de belles affiches, notamment Toronto-Ottawa ou Las Vegas contre San Jose. Et il y aura aussi le vainqueur de l'édition 2019 contre le vainqueur de l'édition 2018, donc les Saint Louis Blues contre les Washington Capitals. Voilà, ce qui va être intéressant cette saison de NHL, c'est qu'elle va être assez ouverte à mon avis. Là déjà ça fait quand même plusieurs saisons que le vainqueur est différent, il n'y a pas vraiment d'hégémonie installée au niveau de la NHL, il y a un roulement au niveau des vainqueurs, ce qui fait que c'est quand même assez intéressant. J'ai pris, voilà, comme vous le voyez, quelques notes, puisqu'il y a quelques équipes qui à mon avis vont se démarquer, donc je pensais notamment aux New York Rangers qui ont fait un bon recrutement, mais ils ont quand même une équipe qui est quand même très jeune, donc à voir, à confirmer. Après, j'ai noté aussi donc Philadelphie ou Pittsburgh qui sont un peu des équipes mythiques qui sont en difficulté ces dernières années et qui vont vouloir mettre un coup de collier pour tenter de revenir parmi les meilleurs. Et puis bien sûr, les derniers vainqueurs, les Blues de Saint-Louis, ça faisait 51 ans qu'ils attendaient un titre, ils l'ont gagné l'année dernière et donc ils vont essayer de le refaire, mais à mon avis ça va être très compliqué. Et... Ça sera un autre exploit encore. Ouais, là ce serait vraiment un exploit, surtout que pour moi le grand favori, si vous devez miser, ce sera Tampa Bay. Ça fait 2 fois qu'ils ont échoué en play-off. Ça fait 2 fois aussi qu'ils finissaient meilleure équipe de la saison régulière. Ils ont une équipe ultra solide. Ils sont vraiment. C'est l'équipe la plus costaud à mon avis, la plus complète. Et je pense qu'ils voudront pas faire 2 fois les mêmes erreurs. Après, je citerai aussi Boston, puisque même si à chaque début de saison on dit qu'ils. L'année dernière, ils avaient fait une bonne saison. Ouais, ils sont allés en finale, ils ouais. ont perdu. On les attendait pas forcément, à chaque fois on dit, parce que c'est peut-être un peu vieillissant, mais ils sont toujours là, ils sont toujours réguliers. Et si vous voulez jouer la grosse cote, essayez à mon avis de jouer Dallas ou les Hurricanes de Carolina. C'est 2 équipes qui montent un peu en puissance ces dernières années. Ça fait pas trop de bruit, mais ils ont recruté assez intelligemment. Ils ont été en demi-finale, les Carolina Hurricanes, justement, l'année dernière. Et je pense qu'ils sont bien partis pour revenir, donc voilà.
C'est le championnat de hockey sur glace au monde, c'est l'équivalent de la NBA pour le basket, on est d'accord Oui, là-dessus, voilà, c'est le plus grand championnat, on va dire, enfin du moins le avec plus... ses propres règles. On avait reçu Eddy Martin l'année dernière, qui nous avait dit qu'entre l'Europe différent, et le Canada, la taille des terrains, quelques règles, il y a vraiment peuvent changer. Une analogie à faire avec le basket, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, la NHL semble être aussi le meilleur championnat, mais comme on le voit en Euroleague, ou par exemple, là, l'exemple, c'est le championnat de la AHL qu'on appelle, qu'en fait, c'est une ligue qui a été créée en Asie, où il y a des équipes russes et des équipes kazakhs, où là le niveau est quand même aussi très élevé, donc c'est peut-être moins médiatique, mais je pense que ça vaut la NHL. Après oui, voilà, celui qu'on regarde, du moins pour les passionnés de hockey, c'est celui qui va commencer donc ce jeudi. Voilà. Et on compte sur vous pour nous faire suivre la saison de NHL. On parlera aussi du hockey sur glace à Toulouse. Les Belugas qui vont venir bien évidemment dans nos studios. Je me tourne vers ma gauche, vers Marek Keta. Ouais. On va parler de Coupe du Monde obligée, Coupe du Monde de rugby. On est en plein dedans. On le rappelle, l'équipe de France, on va peut-être en parler dans l'agenda tout à l'heure. L'équipe de France qui jouera mercredi matin à 9h45 contre les États-Unis. Un match très décisif, surtout 2 matchs en 4 jours, ce qui est très rare dans le rugby, donc là va falloir être fort. Mais là on va parler d'un exploit, d'un petit séisme, d'un énorme exploit presque on peut dire. C'est la victoire du Japon qui refait le coup là, il y a 4 ans, c'était l'Afrique du Sud. C'est ça, exactement. Et cette année c'est l'Irlande. Et oui, donc le Japon qui crée l'exploit dans cette Coupe du Monde, pour l'instant c'est un peu le seul, donc en battant les Irlandais qui sont favoris du groupe A, constitué des Samoa qui jouaient cet après-midi contre l'Écosse. 34-0 pour les Écossais. 34-0 pour les Écossais, un score net et sans bavure. Une victoire au courage en tout cas pour les Japonais ce week-end, vraiment au forceps, à la détermination. Presque largement mérité en plus. Mais tout à fait, ils ont été vraiment du début à la fin complètement dans le match, très très fort défensivement. Pour la petite statistique, c'était 92% de plaquage réussi et même aussi très propre. Pas de pénalité laissée, voilà. Oui. Seulement 5 pour être précis. Et donc le 15 Nippon qui a fait preuve de grand courage, amené par son public, plus de 40 000 supporters. Voilà. L'Irlande qui était privée de Sexton, un peu affaiblie, qui donc a les adducteurs... mais ça reste quand même largement supérieur aux Japonais, on est d'accord là-dessus. Ah oui, la dernière fois, vous l'avez dit, c'était donc face à l'Afrique du Sud, victoire 34-32 en 2015. Cette fois-là, il y a 4 ans, ils n'avaient pas réussi à passer les phases de poule, ils étaient restés 3e. Et avec 3 victoires, c'était la première fois qu'un pays se faisait éliminer dès les phases de poule avec 3 victoires sur 4 matchs, il faut le rappeler, donc c'était titanesque. L'année dernière, il y a 4 ans, l'Afrique du Sud, cette année l'Irlande. Alors ça reste des exploits qui sont totalement différents, mais vous savez qu'on aime bien un petit peu comparer, etc. Oui. Le plus beau, ça reste quand même l'Afrique du Sud. Ouais, c'est le plus symbolique. Puis surtout, c'était à la dernière minute, quoi. Ils ouvrent le ballon. Je me rappelle, ça partait d'une mêlée de la droite vers la gauche. C'est ça, et ça finit en coin à gauche en bout de ligne. Non, mais c'est bien surtout pour le rugby. On a vu aussi l'Uruguay qui a battu les Fidji. Ça montre que ce sport est en train de se développer. Il est un peu moins, on va dire, il est en train, on va dire, de gagner des territoires et puis surtout d'intéresser de plus en plus de population. Et puis on voit que le rugby pratiqué en plus par ces équipes comme l'Uruguay ou le Japon est plus que correct. Il est très agréable à regarder. Ça joue. Non, c'est bien. C'est tout bonus pour le rugby. Et puis cette victoire montre aussi que, comme on le disait la semaine dernière, cette Coupe du Monde, en 2019, est quand même assez ouverte. Oui. Ah oui, clairement. Elle est beaucoup plus ouverte qu'il y a 4 ans, il y a 8 ans, il y a 12 ans, etc. Vous venez d'en parler, Maxime Brossard, c'est un petit peu l'évolution du rugby moderne. Ouais, c'est ça, c'est l'ouverture. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que je trouve que j'ai l'impression que cette année, l'Angleterre, le Pays de Galles, même l'Irlande, là, s'ils ont perdu, ils auront leur mot à dire en phase finale, puisque c'est vrai que la dernière Coupe du Monde, pour rappel, on s'était retrouvé avec une demi-finale 100% sudiste. Avec donc Argentine, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, voilà, le Four Nations quasiment en demi-finale. Et là, je pense que les Européens sont revenus, quoi. Ils sont revenus dans le business et j'espère qu'on aura quand même au moins une équipe européenne en demi-finale, quoi. On voit plutôt une bonne Coupe du Monde, Mehdi Guillaume. Ah oui, en termes de niveau, on se faisait la réflexion même à mon antenne. Je faisais appel au spécialiste Maxime Brossard parce que j'avais cette impression-là. Pardon de vous couper, mais c'est vrai qu'on a une question rugby. Maxime Brossard, moi on va un peu trahir ce qui se passe en antenne, mais c'est vrai que moi le week-end, le Pays de Galles hier, pas plus tard qu'hier. Chacun son sport de prédilection. Un message pour Maxime.
belle Coupe du Monde pour l'instant. Ouais, moi c'est surtout les Japonais, pour en revenir un peu à cet exploit, là, c'était vraiment une grosse surprise face à l'Afrique du Sud, mais là il y a presque eu un petit peu de maîtrise. Moi j'ai vu seulement les 20 dernières minutes, la débauche d'énergie en défense, il n'y avait pas de trou, tactiquement c'était vraiment très en place, physiquement il y a eu d'énormes progrès aussi, et c'était vraiment une confirmation avec les Uruguayens aussi, qui ont gagné. On attend à voir d'autres nations, et même honnêtement pour la victoire finale, les Blacks sont toujours au-dessus, je pense. Parce que mais ils sont derrière les Italiens pour l'instant. Oui, donc ça c'est les Coupes du Monde de rugby, les calendriers, etc. Oui, on est d'accord. C'est toujours un petit peu bizarre, mais honnêtement je suis incapable de vous donner le dernier carré de la Coupe du Monde. Compliqué, ouais. Mais le Japon, pour revenir, je vais essayer de pas tomber dans le cliché, mais c'est vrai que c'est un pays pour lequel le rugby est taillé, puisque c'est quand même un sport qui demande énormément de discipline. Tant sur le plan tactique que physique, et justement on a vu notamment le match contre l'Irlande, l'organisation défensive aussi. C'est vrai que ça bouge pas, ça bouge pas, tout le monde sait ce qu'il a à faire. En conquête ils ont été très impressionnants, alors qu'ils étaient moins lourds que les Irlandais, donc non, bravo au Japon, et que ça continue surtout. Et les Japonais qui vont peut-être se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, on va suivre ça bien évidemment, on le rappellera encore une fois tout à l'heure, mais c'est important, ils ont besoin de soutien, même s'ils vont pas nous entendre derrière la télé, mais l'équipe de France qui joue mercredi matin contre les États-Unis. Mehdi Guillonneau, alors il y a eu 2 coups de cœur, la NHL et le Japon contre l'Irlande. Vous, c'est un coup de gueule sur les mondiaux d'athlétisme. On avait reçu le président de la Fédération française d'athlétisme il y a 2 semaines. Là, ça pèse parce que les sportifs ne tiennent pas par rapport à la chaleur. On rappelle, c'est à Doha. Il en faut bien qui râle, mais je râle un petit peu comme les athlètes. Ouais, non, tout simplement, ça va être très court. En ce moment à Doha, il fait 33 degrés, 72% d'humidité, et on fait de l'athlétisme. On fait du 50 km marche, exactement. Ça descend jamais en dessous des 30 degrés chaque jour. Sur le marathon féminin, 28 abandons sur 68 participants. Sur le 50 km marche, on a vu des scènes, beaucoup de participants finissaient en fauteuil roulant. Et Diniz, qui est l'un des grands favoris, le français. Alors lui, c'est un petit peu notre contexte, il y avait un gros manque de motivation et il en avait clairement rien à faire. On est d'accord. Il a très vite lâché, au bout de 16 km, il a abandonné, donc c'était un petit peu spécial. Surtout que lui, il vise vraiment c'est ce qu'il a déclaré, il vise tous les matins, il se lève depuis 1 an et demi, c'est les JO. Mais oui, on voit des scènes qu'on aimerait juste pas voir dans un championnat du monde d'athlétisme. On voit des mecs souffrir, mais à cause des conditions climatiques, et tout le monde grogne. Il y a eu Kevin Mayer, Pierre-Ambroise Boss qui est passé lors des séries, il y avait eu un coup de chaud juste avant aussi, il était pas bien. Et au-delà de ça aussi, même pour revenir sur le Qatar, il y a personne dans le stade. Ouais. Et une aberration, moi honnêtement j'ai découvert ça ce matin, le stade est ouvert, mais il est climatisé. À l'heure où on fait des marches pour le climat, au niveau écologique, c'est catastrophique. C'est sûr que nous, de notre prisme européen, ça semble complètement ubuesque, quoi. Voilà, il y a des marches pour le climat partout, et là on met la clim dans un stade qui est ouvert. Déjà, la clim dans un stade, normalement, si un stade est ouvert, il pour la Coupe du Monde de foot, on y aura droit. Dans 4 ans, on y aura droit aussi. Ça fait ma charade, ça. Alors je vous arrête. En revanche, il y a une garantie sur la Coupe du Monde de foot, c'est que les matchs se dérouleront à semi-couvert et climatisés. Donc la température sera de 25 degrés. Il fera 35 dehors, voire 40, mais par contre, dans le stade, il fera 25 degrés. Mais dans tous les cas, la température sera fixée à 25 degrés. Et ce sera en hiver. Exactement. Après, c'est un coup de gueule aussi un petit peu plus global, parce que je me pose la question un petit peu du sport business. Alors ça fait un peu cliché, etc. Socialiste. Mais là, ça fait un peu ça. Est-ce que c'est pas le fruit de vouloir faire plaisir à tout le monde? C'est ça, et c'est nouveau pays. C'est surtout le fruit de faire plaisir aux plus riches, quoi, et de s'en mettre plein les poches. C'est pas de faire plaisir. On est d'accord. On paye pour avoir les compétitions, et on s'en fout de l'endroit où c'est, on s'en fout du côté sportif. Là, déjà, on s'inquiète déjà 1 an à l'avance des JO à Tokyo. Parce qu'en plein mois d'août à Tokyo, pour courir un marathon, c'est trop compliqué. Pareil pour la Coupe du Monde au foot au Qatar, on a réussi à le changer. Et sur la Coupe du Monde de rugby, moi aussi je me pose la question, puisque c'est la saison des typhons, et on n'en parle pas, mais il me semble qu'il y a quelques matchs qui peuvent ne pas se jouer. Et si la France ne joue pas, ça veut dire qu'il marque 2 points au lieu de 5, et ils peuvent se retrouver plantés, et ça fausse complètement la compétition. Les matchs ne sont pas rejoués. À quoi pensent les gens qui organisent les compétitions, quoi. Après, c'est sûr qu'au Japon, ça fait une belle fête, les stades sont pleins.
Oui, Mais bon. et puis on peut boire un coup dans le stade, quoi. Avec modération, bien évidemment. Ah oui. Après, il y a d'autres compétitions aussi, je sais pas en tête, où il y a eu des énormes soucis de santé pour des athlètes. Et... À cause de l'eau, notamment les épreuves d'eau libre. Exactement. Il y avait des bactéries dans l'eau, en fait, des grandes métropoles. Et les nageurs, en fait, quand ils nagent, forcément, ils égurgitent forcément un peu de cette eau. Et il y a eu des problèmes je peux passer les détails, mais bon, voilà, quoi. C'était compliqué pour certains. Oui, comment ça s'appelle, le Qatar qui avait reçu la Coupe du Monde de handball en 2015, victorieux de l'équipe de France, mais là c'était en salle, donc c'était beaucoup plus simple. La fin des championnats du monde, c'est la semaine prochaine, c'est dimanche prochain, et la Coupe du Monde au Qatar, ce sera en 2022, il y aura le temps, mais c'est vrai que dans ces pays-là où il fait extrêmement chaud, toujours compliqué pour les sportifs d'être à leur meilleur niveau. Merci messieurs, nous on se retrouve dans moins de 4 minutes avec l'agenda de la semaine, à tout de suite. Sportez-vous bien ? L'agenda sportif. L'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard. Oui. Et dans cette actu bien chargée, on démarre avec la Coupe du Monde de rugby. Oui, comme d'hab, du coup, on commence par le rugby. Mais là, tout simplement, on en a parlé, le match de la France, donc mercredi, oui, si je dis pas de bêtises, mercredi matin à 9h45, donc France-États-Unis. Juste après, il y aura les All Blacks contre le Canada. Voilà, donc, Vous n'avez pas le nom des villes, Maxime ? Le nom des villes Non, je me risque pas quand même. Ça serait faire offense aux Japonais. Je parle mieux anglais que Maxime japonais. Mais là, très bien, c'est noté. La prochaine fois, je ferai le début de l'agenda en japonais. Et au moins le nom des villes. Retenez-le. Après, la France enchaînera donc le dimanche, pareil à 9h45 contre les Tonga. Et il y aura aussi le samedi un match important pour notre poule. Il y aura l'Angleterre contre l'Argentine à 10h. Voilà. Je passe à la Pro D2 rapidement. Le vendredi, donc Colomiers qui a ramené un bon point de bonus défensif d'Oyonnax va recevoir Rouen à 20h. Montauban, qui est guéri apparemment du problème qu'il y avait eu de staphylocoque qui avait dû provoquer le report de la rencontre, va recevoir Provence à 20h. Et c'est pareil pour Nevers qui va se déplacer à Carcassonne. En top 14, donc... la victoire du Stade Toulousain. Oui, la victoire du Stade Toulousain sur le fil. Le Stade Toulousain qui va se déplacer à Brive, donc, à 18h samedi. Oui, le Stade qui a eu chaud, puisque dans les dernières minutes, ils ont pris un essai, ils ont concédé donc, le bonus défensif face à Pau. Coraline devait être stressée. Et ouais, ils ont fait une belle prestation, des Palois. Ils font un bon début de saison, vraiment étonnante, cette équipe de Pau. Il y aura Agen-Bayonne aussi à la même heure. C'est simple, toutes les équipes du coin vont jouer à la même heure, puisque Castres, 9e, qui a battu Agen justement la semaine dernière, va recevoir les bons derniers du Stade Français à 18h. Tout ça, ce sera sur Canal+ décalé. Un petit mot de football. Juste avant, je fais la Fédérale 1 rapidement. Le samedi, n'oublions pas la Fédérale 1. Toujours, le samedi à 18h. N'oublions pas le rugby, tout simplement. Samedi à 18h30, Tarbes-Florence. Il y aura aussi Pamiers-Albi à 19h. Le dimanche à 15h, donc Oloron-Saint-Sulpice, Bagnères-Blagnac, Mazamet-Castanet à 15h30 et Lavore-Groyer aussi à 15h30 dimanche. Voilà, ça c'est pour les clubs du coin. Là on part au football. Ouais, donc déjà ce soir pour les amoureux de foot anglais, il y a Manchester United contre Arsenal à 21h sur Canal+ Sport. Demain, donc, on va en parler après, mais il y a la Ligue des Champions qui va commencer, donc, qui va continuer. Deuxième journée, J'ai eu du mal à me relire, quoi. Avec Galatasaray, Paris Saint-Germain à 21h. Par contre, il parle peut-être pas le japonais, mais il écrit japonais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est du japonais. Je sais plus dans quel sens je dois lire mes notes. Mercredi, il y aura Leipzig contre Lyon et Lille-Chelsea à 21h. Et la petite blague, quand même, si vous avez envie de voir du vrai foot, je vous conseille. Plutôt mardi, donc il y aura la 10e journée de Championships et il y aura un magnifique match entre Blackburn et Nottingham Forest, double vainqueur de la Ligue des Champions, 79 et 80, c'est les 40 ans du titre. Ils ont gagné la Ligue des Champions plus de fois que leur propre championnat. C'est quand même incroyable, hein. Voilà, j'avais envie de le souligner parce que de champion d'Angleterre. Ouais, alors que la Ligue des Champions reprend quand même 2 titres, c'est pas rien, c'est plus que la France. Plus que la France, j'allais le dire, ouais, incroyable. On passe à la Ligue 1 du coup, le TFC qui a fait match nul à Metz et qui est actuellement 14e du classement va accueillir Bordeaux samedi à 20h. Je sais pas si on peut parler de derby. Ça va être surtout un match particulier pour les supporters du TFC. Hier marqué malheureusement les 10 ans de la disparition de Brice Taton, ce supporter décédé avec un match en Coupe d'Europe en Serbie. À Belgrade. Voilà, donc c'est les 10 ans. Il y aura une commémoration de la part du club. Les Toulousains vont jouer en noir, floqué avec le prénom Brice
dans le dos, disons, du club. Vous, le supporter, il y a des animations qui sont prévues. Au dernier moment, il me semblait qu'il y avait une marche aussi qui était peut-être prévue. Moi, je serais dans le virage avec les supporters. Il y a plein d'animations pendant le match, il y a plein de tifos et les billets sont à 5 € exprès pour remplir le virage, donc c'est plutôt sympa de la part du club. On espère une victoire du TFC, c'est un magnifique hommage quand même. Ouais. Exactement. Un mot de Ligue 2 ? La Ligue 2, ouais, Rodez donc, qui a perdu contre Sochaux, Jean. Et oui, voilà, on en a parlé un peu au début. Rodez 11e, donc, qui va à Guingamp, 15e, donc voilà, qui se déplace à Guingamp. Un mot d'athlétisme rapidement, National 2, il y a Colomiers qui va affronter la réserve de Nantes. Colomiers 5e, la réserve de Nantes qui est 6e, c'est un match important, ce sera samedi à 18h en National 2. L'athlétisme, oui, rapidement. Donc aujourd'hui, il y a Carole Zaï qui s'est qualifiée pour le 200 mètres chez les dames. Elle fera la demi-finale, donc ça sera demain. Il y avait le javelot actuellement, je crois. Il y avait Alexis Alaïs qui est en dame, donc en javelot. Je sais pas ce qu'elle a fait. C'était en séance moment, mais ce soir vous aurez donc à partir de 19h30 donc la finale saut en hauteur. Il y aura le lancer de disque homme, la finale du 5000 mètres homme, et puis vous aurez aussi la finale du 800 mètres dame et le 400 mètres et homme en finale à 21h40 pour clôturer la journée. Au moins c'est complet. Et Djilali Bedrani, on le rappelle, qui est sur le 3000 steeple. Oui, le 3000 steeple, c'est pas encore. C'est celui des femmes ce soir. C'est les femmes. Demain ou après-demain, je crois. Un mot de basket. Ouais, basket. Donc 2 victoires en 3 matchs, ça commence bien pour le TCB, pour les Toulousains en basket. Donc ils ont gagné contre TBC, pardon, excusez-moi, contre Aurore Vitré. Et là, ce week-end, ils se déplacent à Caen. Ce sera ce vendredi à 20h. Voilà. Et un mot de hockey sur glace et du TO13. Ouais, les Belugas, 2 défaites du coup. Les Belugas, ils ont perdu à Annecy 4-1. C'était un peu prévisible, sachant qu'Annecy fait partie des grandissimes favoris de cette division 2. Le championnat fait une pause ce week-end. Ce sera la Coupe de France, puisque les Belugas vont recevoir Marseille. Ce sera les 16e de finale. Samedi à 19h30 à la patinoire Jacques Reynaud. Et enfin, la plus triste nouvelle, c'est le TO13 qui a été éliminé hier de la course à la montée en Super League. Ils ont perdu contre Featherstone, une lourde défaite de 12-39. C'est donc la fin de saison pour le TO qui reprendra le 4 novembre, du moins les entraînements. Voilà. Les entraînements et le championnat février. Ouais. Très bien. Merci Maxime Brossard. Et nous, on va passer tout de suite au débat de la soirée avec la Ligue des Champions. Sportez-vous bien. Le débat. Demain débute la deuxième journée de phase de poule de la Ligue des Champions, une compétition qui fait rêver tous les amateurs de football. Liverpool, tenant du titre, fait figure de favori comme un bon nombre d'équipes. Messieurs, on ne répond que par oui ou par non, vous commencez à avoir l'habitude et ensuite on débat. La Ligue des Champions est-elle plus ouverte que jamais cette saison, Marek Keita ? Oui. Mehdi Guillonneau ? Oui. Et Maxime Brossard ? Oui. Oui, on est d'accord. Il y a là difficile de dire un grand favori. J'ai mis Liverpool parce qu'ils sont tenants du titre, mais on peut citer, quoi qu'il arrive, on en parlera tout à l'heure, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City, la Juventus de Turin, le FC Barcelone. Est-ce que je peux rectifier ? En fait, j'aimerais changer en non. Ouais, allez-y. Ouais. Parce que tout le monde a dit oui, je me dis bon. Non, moi je dis non au final. Je vois plus d'une équipe anglaise. Je vais resserrer et je veux voir une équipe anglaise à nouveau. Ouvert, à nouveau mais encore, uniquement anglais. Au niveau anglais, exactement. Parce que le championnat anglais, on le sait, roule sur le foot depuis maintenant une dizaine d'années. C'est le meilleur championnat. C'est que la première ligue, c'est quand même, à mon avis, la seule ligue où on peut regarder un Watford, Southampton et se régaler. Ça m'arrive des fois. Voilà. Bon, équipe bas de il y a tableau, match avec la Liga, tu vois, pour moi. Ok. Mais match avec la Liga. En tout cas, là, en termes de niveau, je trouve que les équipes anglaises sont au-dessus. Le Real est en Espagne, on est sur une baisse de régime des grands favoris, Atlético, Real, Barça. Mais on met quand même le Barça et le Real. C'est relatif. On les met dans le panier. Quand même. On les met dans le panier évidemment de favoris, mais je trouve que il n'y a plus une énorme marge comme avant. Exactement. Et donc vous l'avez dit, Liverpool favori pour pourquoi pas enchaîner sur un deuxième titre, mais je vois aussi Manchester City. On en parlait hors antenne. Pour moi, Guardiola, ils sont à leur apogée en ce moment. Le jeu est totalement parfait. Il a construit une équipe au fur et à mesure depuis qu'il est arrivé, et pour moi, c'est l'équipe à surveiller pour cette Champions League. Mehdi Guillonneau, on parlait toujours des mêmes clubs dans le dernier carré, on parlait du Bayern Munich, du Barça, mais ça fait très longtemps qu'ils ne sont plus allés en demi-finale. Aujourd'hui, en demi-finale, on a eu Liverpool qui, ok, est champion d'Europe, a été vice-champion d'Europe en 2018, mais c'est vrai que quand ils arrivent en finale en 2018, personne ne les voyait finalistes de la Ligue des Champions. Monaco a fait une demi-finale, l'Ajax, bien évidemment, Tottenham qui va en finale l'année dernière. On a l'impression que la Ligue des Champions, cette année, laisse place à une surprise, une équipe où
où la mayonnaise a pris, où tout leur réussit. Vous êtes d'accord avec ça ? Bah oui, depuis quelques temps, même si le Real l'a gagné 3 fois d'affilée, on a des demi-finalistes différents pratiquement tous les ans. Après, on est d'accord que la plupart du temps, ça se joue entre une dizaine d'équipes. C'est il y a Cercle 10 fermé. exactement. Oui. C'est 10, ce serait terrible si ça joue entre les 32. Là, ce serait une Oui. énorme compétition. Une 10-12 grandes équipes qui sont là pour au moins jouer les demi-finales, pas la finale, parce que les grandissimes favoris, comme tous les ans, il y en a quand même que 2 ou 3 en début de saison. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise comme l'Ajax. Moi, l'équipe que j'ai envie de mettre comme surprise, c'est le Paris Saint-Germain, que je vois enfin aller en demi-finale. Et pour moi, ça serait une surprise vu des dernières années. Moi, je les vois enfin faire un petit truc, parce que tout le monde les attend pas, quoi. Alors, je dois pas donner mon avis, mais c'est vrai que je suis d'accord. On en parle du Paris Saint-Germain depuis 2012, où ils ont été rachetés par le Qatar. On en a parlé un petit peu. Nos amis du Qatar. Un petit peu avant, mais ils sont armés depuis quelques années pour gagner la Ligue des Champions, mais il y a toujours quelque chose. Il y a une blessure à ce moment-là, un suspendu à ce moment-là, un manque de confiance, un manque de professionnalisme, un manque d'expérience. Ça, on peut tout rajouter dessus. Mais là, quand on regarde l'effectif du Paris Saint-Germain, il est terrible. La construction, il est terrible, l'effectif. Et on voit la patte de Leonardo en l'espace de 1 mois et demi. On voit qu'il a mis la patte. C'est vraiment l'année ou jamais pour le Paris Saint-Germain, Marek. Je suis d'accord, à surveiller. Après, pour ce qui est des années précédentes, se faire éliminer pour telle ou telle raison, c'est un terme d'expérience pour moi. Là, peut-être que Paris... Il faut perdre pour gagner. Oui, il faut perdre pour gagner. Peut-être que Paris est arrivé à maturité, en effet. Bon, je n'exclus pas cette possibilité. Maxime Brossard, vous êtes d'accord avec ça ? Les meilleurs résultats du PSG, je crois, en Ligue des Champions, c'était quand il y avait Leonardo, je crois. Donc, milieu des années 90. Totalement. Voilà, c'est que du coup, tout simplement, il a. Oui, enfin, il parlait. Ah oui, il parlait en tant que directeur sportif. Ouais. Non, je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui sait surtout bien construire les effectifs. Je pense que s'il avait été là, jamais il aurait pris Neymar, par exemple. Donc du coup, je pense. Ouais. Donc en fait, je pense que c'est quelqu'un qui sait, au-delà de ça, qui sait comment fonctionne une équipe de foot. C'est pas uniquement que des superstars, c'est l'assemblage de plusieurs profils qui font que ça peut vous amener vers les sommets, et pas uniquement l'agglomération, enfin un tas de stars. L'arrivée de Sarabia, Herrera, Gay, ça illustre ce que vient de nous dire Maxime Brossard. Il y a eu, pendant que Leonardo n'était pas là, il y a eu le moment où on empilait les stars, on voyait que ça servait à rien. Il faut des anti-stars, il faut des mecs qui aillent au charbon. C'est ce que le Paris Saint-Germain a recruté. Après, on sait très bien que Neymar, Mbappé, Verratti, on va pas leur apprendre à jouer au foot. Non. Mais il faut des maçons, comme on dit. C'est des joueurs de devoir. Moi, ce qui me rassure, ça va peut-être vous étonner, mais toutes les défaites du PSG en championnat et le fait qu'ils n'aient pas déjà 10 points d'avance, ça me rassure. Oui, parce que ça veut dire que ça les laisse dans le coup encore en championnat, et qu'il va falloir aussi qu'ils pensent à ça pour l'instant. Et on parle de la compétitivité du championnat en France, et voilà, ils ont peut-être besoin aussi d'être stimulés en France pour réussir en Ligue des Champions. Et ces défaites, il y en a beaucoup que ça inquiète. Moi, je me dis que c'est pas plus mal. On le rappelle que le Paris Saint-Germain a battu le Real Madrid lors de la première journée avec une équipe vraiment remaniée par les blessures, les suspendus, une victoire 3-0 face à un Real Madrid mais il faut le faire. Mais remanié également, mais il faut le faire. Le Paris Saint-Germain qui va se déplacer en Turquie à Galatasaray demain soir 21h chez nos confrères de RMC, et le club Bruges qui est également le quatrième dans le groupe du Paris Saint-Germain pour la poule A. Moi j'ai envie de parler un petit peu du Real Madrid et du Barça. Pourquoi ? Parce que il y a eu un été agité pour les deux clubs. On peut rajouter l'Atlético dans l'été agité. Oui, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que le Barça, entre l'arrivée de Griezmann, de Jong, la non-arrivée de Neymar, le départ potentiel de Dembélé, de Rakitic, etc. Du côté du Real, il y a eu l'arrivée d'Eden Hazard, de Jovic. Au final, Jovic ne joue pas beaucoup. On voulait Pogba, on a tenté Mbappé. Enfin voilà, il y a eu énormément de mouvements. Le retour de Zidane, bien évidemment, au Real Madrid par rapport au Mercato. On les situe où, ces deux équipes-là ? En haut, ouais, on les situe en haut, évidemment, ça reste le Real et le Barça, mais c'est vrai que je rebondis sur ce que vous dites, ce qui s'est passé cet été, ça fait un peu télé-réalité. En Espagne, on a eu la coupe américaine en Amérique du Sud. La Copa América. Merci, ouais. La Copa América qui a été très riche en émotions, qui a amené Léo Messi, Suarez, les cadres du Barça en ce moment, arrivés en retard, avec tous les chamboulements liés à Griezmann et compagnie.
Griezmann, il faut qu'il s'acclimate. Mais j'ai l'impression que c'est pas Griezmann. Bizarrement, c'est pas. Alors, est-ce que je dis ça parce qu'il est français? J'ai l'impression que c'est pas Griezmann à s'acclimater au Barça. J'ai cette drôle d'impression que j'ai l'impression que ce sont les 10 sur le terrain qui veulent s'acclimater à Griezmann. En l'absence de Messi, bien entendu. Mais je sais pas si... J'ai un peu cette impression, moi, qu'il est laissé de côté, justement, que voilà, il a un rôle pas vraiment défini et que voilà, il est là, il gravite, il se la donne, mais... Une star empilée, comme disait Maxime Brossard tout à l'heure. Non, je pense que c'est le problème de l'ombre de Messi, tout simplement. Je pense que c'est un joueur qui a une telle aura et puis qui a tellement apporté au foot que Neymar en a été victime aussi. C'est pour ça qu'il est parti après quand il est allé au Barça. C'est qu'il était finalement... Pas un second couteau, mais forcément, vous n'avez pas la même aura. Je pense à un joueur comme Suarez, qui est quand même un immense joueur, mais il a réussi puisqu'il qui est moins bien là. Ouais, mais quand les bonnes saisons qu'il a faites, là où il a été bon, c'est qu'il a réussi à accepter d'être peut-être moins en valeur que Messi, qui attire, je pense, toute la lumière. Après, pour revenir sur le foot espagnol, je pense que c'est une période. Là, tout à l'heure, je vais en citer Nottingham Forest. C'était la grande époque du foot anglais dans ces années fin 70-80. Et je pense que ça va faire pareil peut-être avec l'Espagne. Ils vont peut-être disparaître un peu des palmarès pendant peut-être 5-6 ans. Et puis ils reviendront en force forcément peut-être après. On le rappelle, avant la victoire de Liverpool, l'Espagne avait gagné la Ligue des Champions en 2014 par le Real, en 2015 par le Barça et en 2016, 2017, 2018 par le Real. À l'inverse, il y a eu la période anglaise où il y avait un club en finale en 2012 remporté par Chelsea, finaliste en 2011, finaliste en 2009, une 100% anglaise en 2008, un finaliste en 2007, un finaliste en 2006, un finaliste en 2005. Il y a eu l'époque anglaise, il y a eu l'époque espagnole. Est-ce qu'on a l'impression qu'on retourne sur une époque anglaise de nouveau? C'était plus écrasant encore la période espagnole quand même, parce que c'était pas seulement Ligue des Champions, c'était international. C'est-à-dire que c'était doublé toutes les saisons, Ligue des Champions, Ligue Europa. Parce que même les clubs juste en dessous allaient gagner la Ligue Europa. Et ça correspond aussi au moment où ne serait-ce que l'Espagne au niveau national était en train de remporter la Coupe du Monde. Au niveau international, ils sont en transition au niveau de l'équipe nationale et ça se sent aussi au niveau des clubs, parce que le Real, le Barça et l'Atlético sont les principaux fournisseurs habituels de la sélection espagnole, et voilà, ils sont obligés d'aller chercher à l'étranger. Voilà, Hazard, il est pas espagnol. Quand on va essayer de chercher Mbappé, Pogba, etc., ils sont pas espagnols tous ces joueurs. Mais ils sont champions du monde, donc ça apporte une expérience éventuellement pour accompagner les jeunes, même si on parle d'Mbappé et Pogba qui n'ont pas 30 ans de carrière. Même s'il y a transition, ils seront là. Oui, même si le Barça là ça va pas du tout en début d'année, mais ils sont en quart de finale, ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions. Et de l'Atlético aussi, parce que Joao Félix plantera quelques buts. On en reparlera. Le Portugais. On parle un petit peu d'un club où il y a énormément de Français aussi. Il y en a 5, il y a 3 champions du monde. On va parler du Bayern de Munich, messieurs. J'ai l'impression que le Bayern, c'est un peu comme la Juve et comme le PSG. Ils sont victimes de leur championnat, c'est-à-dire qu'ils roulent sur leur championnat. On parle du PSG, mais il faut pas oublier que le Bayern est champion depuis 7 ans, que la Juve est championne depuis 8 ans. Un peu moins pour le Bayern de Munich, je crois. Mais est-ce qu'ils sont pas victimes de leur championnat, le PSG, le Bayern, la Juve? Le Bayern qui a remporté la Ligue des Champions en 2013. Non, je dirais pas ça. Je dirais que c'est plus une affaire de cycle. Voilà. Dans chaque sport, que ce soit le foot ou autre chose, il y a des cycles où il y a des moins bien. Voilà. Alors il y a des équipes qui l'assument plus. Le Real, par exemple, on est sur du moins bien. Leur façon, ils vont pas reconstruire une équipe. Ils vont, la politique de Pérez, c'est d'acheter des joueurs, acheter des stars pour garder un niveau plutôt correct. Tu as d'autres équipes qui, comme le Bayern, ont des stars évidemment, mais sont plus dans une espèce de reconstruction du jeu. J'arrive pas un peu à définir ce que... Je trouve que le Bayern, pour moi, même la Juve, ça fait un peu poussiéreux, quoi. Je trouve non, mais c'est vrai que c'est un peu quand on regarde un peu comme ça de loin, je trouve que il n'y a pas forcément la sensation qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. J'ai vu un peu là, le Bayern, justement, il y a la page qui s'est tournée avec les départs de Ribéry et Robben. Je pense qu'il y a toute une génération à reformer, puis même la Juventus. J'adore Cristiano Ronaldo, je le vénère, mais on construit pas sur l'avenir avec un joueur qui est âgé de 34 ans. Donc bon, je pense qu'il faut quand la Juve régnait sur l'Europe, ils avaient des joueurs qui étaient plutôt jeunes. Quand il y avait Zidane ou même quand il y avait Del Piero à la grande époque, c'est un joueur qui était... On peut parler du Milan AC aussi, qui a gagné en 2003 et en 2007 la Ligue des Champions avec des vieux briscards. Oui, mais c'était des joueurs qui avaient grandi au club et qui exactement. Et c'était ça, je pense une génération qui était arrivée au top de sa forme et qui dominait l'Europe tout simplement. Mehdi Guillaume.
Moi, sur le Bayern et la Juventus, c'est peut-être justement eux qui vont profiter des années de transition des Espagnols. Ah ouais. L'effectif du Bayern Munich, ils ont clairement 2 équipes cette année. Que pour les Français, il y a Cuisance qui est un jeune Français, il y a Coman qui est vice-champion d'Europe avec l'équipe de France en 2016, et Coman, Pavard et Tolisso qui sont bien évidemment Hernandez, qui sont champions du monde avec l'équipe de France. Ouais. Et sur la Juventus, c'est un petit peu la même chose. Cristiano Ronaldo, il a 34 ans, mais il y a encore 2 ans, il faisait gagner la Ligue des Champions. Donc, mais... On est sur un profil très particulier là. Si on s'attaque à Ronaldo, c'est un autre débat, on va dire. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est un peu comme le Barça, quoi. Tu vois, c'est un peu, avec Messi, tu vois, ça me fait penser. Même ils prennent Griezmann, tu vois, ça fait un peu poussiéreux. Je trouve ça fait un peu genre je trouve qu'ils devraient relancer une génération, retenter de repartir. Faut repartir à zéro, quoi. Est-ce que ces clubs ont la patience d'avoir une nouvelle génération ? On le voit quand le Real Madrid a acheté en 2009, on le rappelle, Kaka Ballon d'Or, Ronaldo Ballon d'Or, Benzema 30 millions d'euros. Ils ont dû attendre 5 ans avant d'aller en finale, de gagner la fameuse décima, mais ça brûlait tous les étés au Real Madrid. Est-ce que ces clubs ont la patience ? On le voit un petit peu chez nous avec le Paris Saint-Germain, où ça brûle tous les étés. Est-ce qu'ils ont la patience pour ça ? Il faut gagner chez eux. C'est les grands clubs. Il y a la pression aussi. Au Real, tu gagnes pas. Il y a même au bout d'un moment, si tu gagnes pas et en plus tu gagnes mais tu joues pas bien, tu te fais siffler quand même. Donc il y a une pression qu'on peut pas imaginer dans ces clubs-là. On verra bien, on suivra bien évidemment la Ligue des Champions. Je glisse le Naples d'Ancelotti aussi pour la Ligue des Champions cette année. Oui, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Qui a battu Liverpool lors de la première journée. Et ça peut être la fameuse surprise. Exactement. Finalement. L'année où eux, on les attend pas et on les croit sur le déclin aussi. On suivra bien évidemment les clubs français. On le rappelle, le Paris Saint-Germain dans la poule A avec Bruges, Galatasaray et le Real Madrid. La poule G avec le Zénith, Benfica, Lisbonne et Leipzig pour l'Olympique Lyonnais. Et la poule H, costaude. Mais j'ai l'impression à la portée de Lille avec l'Ajax, Valence et Chelsea. Solide quand même. On suivra la Ligue des Champions demain chez nos confrères d'RMC, demain et mercredi, la Ligue Europa également avec Rennes et Saint-Etienne. Merci messieurs, nous on se retrouve dans moins de 4 minutes avec l'invité de la semaine. À tout de suite. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité a été champion du monde en tant que joueur et 5 fois champion de France de handball, entraîneur de Chambéry, du PSG où il devient champion en 2013 en 2015 avec le Paris Saint-Germain. Philippe Gardan fait les beaux jours du Phoenix Toulouse Handball depuis 4 ans et nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Philippe, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien. Entraîneur après avoir été joueur, on va parler directement, c'était une évidence ou c'est venu sur le tas? On peut parler un petit peu de Zidane où il voulait pas être entraîneur lui quand il était joueur et finalement sur la fin il s'est dit ouais pourquoi pas. C'est à peu près le même parcours. Je voulais même carrément pas être entraîneur du tout d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils m'énervaient tous à peu près. Insupportable. Et puis par la force des choses, et puis c'est vrai qu'on m'a poussé un petit peu à y aller parce que paraît-il que j'avais quelques dispositions pour ce métier-là, donc j'y suis allé effectivement un petit peu en reculant au départ. Et puis tout de suite après, la passion est arrivée, et puis voilà. Puis ça fait une vingtaine d'années. Quand les joueurs de handball entraînaient le handball, c'est vrai que le schéma ne change pas vraiment. Oui, c'est plutôt l'environnement ne change pas. Oui, tout à fait. Et puis c'est un environnement qui me plaisait bien quand même. Donc voilà, donc j'avais l'opportunité j'ai arrêté en juin en fait, et dès fin juillet d'avoir une équipe de première division quand même à entraîner. Donc c'était quand même pas donné à tout le monde d'avoir comme galop d'essai une équipe de première division, donc j'ai sauté sur l'occasion et puis voilà. Et ça a bien réussi, champion de France avec Chambéry. J'ai parlé du Paris Saint-Germain en 2013, en 2015, mais champion de France en 2001, vainqueur de la Coupe de la Ligue également en 2002, j'ai sous les yeux. C'est ça. Beau parcours, vous avez tout gagné en tant qu'entraîneur. Oui, en France, oui, toutes les compétitions nationales. Il me manque malheureusement la Ligue des Champions, qu'on a faite quand même assez longtemps avec Chambéry, mais on était un club, on était le petit poussé, hein, on est allé jusqu'en quart de finale, donc c'était déjà pas mal. Mais c'est vrai que ça manquait un petit peu de moyens, mais c'est vrai que en tant qu'entraîneur, il me manque effectivement cette Ligue des Champions. Un jour peut-être. Avec le Phoenix. Avec le Phoenix. On en parlera du Phoenix tout à l'heure. Comment aurait géré Philippe Gardan s'il avait eu comme joueur Philippe Gardan? Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été tout à fait simple. Mais il faudrait peut-être demander à Costantini parce que des Philippe Gardan, il y en avait plein dans le sens où il y avait plein de Denis Latou, il y avait plein de Frédéric Wolf, des Barjot en fait. C'était ça. Donc c'est vrai que
on n'était pas forcément simple à entraîner, je ne l'étais pas. D'où le nom Barjot finalement peut-être. Un peu, mais d'un autre côté, c'est très paradoxal parce qu'on n'était pas simple, parce qu'on était des casse-pieds, ça c'est sûr, mais d'un autre côté, on était aussi des sacrés compétiteurs, donc pour un entraîneur, c'est aussi pas mal. Donc voilà, il fallait trouver un juste milieu. Ouais, alors plus facile à gérer, je sais pas, mais il est clair que quand on était sur un terrain, il y avait pas tout un speech à faire pour motiver les uns et les autres, parce que là, franchement, on était assez bons. C'est plutôt sur le quotidien qu'on était casse-pieds, nous, dans l'hygiène de vie ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Maxime Brossard. Moi, j'avais justement une question par rapport à ce rôle de manager. Au-delà du fait de réussir à faire passer le message quand on entraîne des professionnels, qu'est-ce qui est le plus compliqué justement? C'est faire passer les idées au niveau du plan tactique, ou justement gérer les égos des joueurs, ou gérer les à côté auxquels ils sont confrontés? Ça dépend où on se trouve en fait. Quand on se trouve au Phoenix, je dirais c'est plus agréable et plus simple en fait, parce qu'on a une population de joueurs qui sont pas forcément des stars, parce que le Phoenix n'a pas les moyens de se payer des stars. Donc on a des joueurs qui sont en devenir en général, donc ils sont beaucoup plus à l'écoute, ils sont presque émerveillés sur ce qu'on peut leur dire. Quand on entraîne une équipe comme le PSG, par exemple, c'est l'inverse. Tactiquement ou handballistiquement, on n'a pas grand-chose à apprendre parce que c'est parmi les meilleurs joueurs du monde. Donc là, c'est plutôt une gestion des égos, effectivement, qui est un peu plus délicate, mais qui est aussi passionnante, quoi. Et c'est là où c'est important d'avoir une carrière de joueur, justement. Champion du monde, on rappelle, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, etc. C'est là où il faut quand même avoir une certaine prestance devant un groupe. C'est important, parce que c'est vrai que ça gagne en légitimité. Ça dure un temps, peut-être. Oui, ça c'est sûr, ça dure un temps. Mais c'est pas une obligation non plus. On a un garçon comme Patrice Canaillé, qui est un entraîneur, quand même très bon entraîneur de Montpellier, qui a une carrière, je dirais, un peu basique, on va dire, en tant que joueur, et puis qui a un sacré palmarès en tant qu'entraîneur. Donc je veux dire, c'est pas une obligation non plus. Il est clair que c'est un avantage, parce qu'on sait ce qu'on ressent, ou ce que les joueurs peuvent ressentir lors d'une compétition, ou de doute, ou de... Enfin, on le sait, donc on peut anticiper, ouais, mais c'est un petit avantage. Sur le management, vous avez côtoyé beaucoup d'entraîneurs. Vous ressemblez à qui? Vous vous inspirez de qui, ou que vous avez croisé dans votre carrière? Est-ce que ça se limite uniquement, entre guillemets, aux entraîneurs de handball? Ou est-ce que vous parlez avec... Beaucoup. Alors, j'ai plutôt essayé de pas faire ce que je ne supportais pas chez les entraîneurs, en fait. Donc je me suis plutôt appliqué à ne pas faire ce qui faisait de mal que ce qui faisait de bien. Ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été une grande réussite à certains moments, mais parce que je voulais effectivement avoir ma propre façon de pouvoir coacher ou manager. Par contre, je me suis beaucoup inspiré des sports différents que celui du handball, comme un garçon comme Jacques Monclar, qui était un entraîneur charismatique aussi du basket. J'ai beaucoup échangé aussi quand j'étais au PSG avec Ancelotti. Donc je veux dire, des sports différents comme ça m'ont beaucoup appris, parce qu'on n'a pas forcément le même ballon, mais on a les mêmes soucis aussi. On parlait d'ego quand vous étiez au Paris Saint-Germain. Par exemple, Ancelotti avait un petit peu la même chose. Ouais, en puissance 10 peut-être, même, voire plus. Mais je me suis beaucoup enrichi effectivement sur d'autres sports, en fait, et même sur des sports individuels. Maxime Brossard. C'était pour savoir un peu... Et Mehdi Guillonneau, juste après. Quel type d'entraîneur vous êtes? Comment vous définiriez, en fait? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt, on va dire, strict, ou plus détendu, ou comment? Est-ce que ça change avec Alors, ça a évolué avec ma carrière. Au début, j'étais un entraîneur vraiment con, c'est-à-dire très dictateur, pas de place à l'échange, mais j'avais besoin de ça aussi pour pouvoir m'imposer rapidement, parce que les joueurs que j'entraînais à Chambéry notamment, c'était contre ceux que je jouais 2 mois auparavant, donc j'avais besoin de garder un peu cette légitimité d'entraîneur. Donc je l'ai joué un petit peu sous les conseils de Jacques Monclar à l'époque, un peu dictatorial, et ça, effectivement, ça a bien marché, mais ça a des limites au bout d'un moment. Donc heureusement, j'y suis évolué, et maintenant je dirais que je suis un peu de tout, en fait, parce que je sais être dur quand il le faut, je sais aussi d'être paternaliste, mais sans trop l'être non plus, parce qu'il faut faire attention. Et voilà, l'expérience me permet aussi d'avoir maintenant des multifacettes qui peuvent me permettre d'aider le groupe, quoi. Mehdi Guillonneau. Ouais, c'est une question un petit peu plus globale sur le handball. Depuis que vous vous entraînez, est-ce que vous avez vu une évolution dans les méthodes de management? C'est-à-dire, est-ce que le handball, quelque part, se footballise? Est-ce qu'on a besoin de cajoler un petit peu plus les joueurs parce qu'ils ont un peu plus d'ego, ou alors est-ce que ça reste comme il y a 15-20 ans, et ils écoutent l'entraîneur à la lettre? Alors ça a bien évidemment évolué, alors pas forcément comme le foot,
parce qu'on n'a pas encore cette population un peu, alors je vais être un peu sévère, mais un peu pourrie par l'argent, parce que le handball chez nous ne génère pas des sommes d'argent énormes, donc on est plutôt à l'abri dans ce domaine-là. Donc, mais par contre, bien évidemment, les générations changent, l'état d'esprit est complètement différent entre nos approches de l'ère des Barjots, par exemple, et celle des experts de l'équipe de France, ou maintenant avec les jeunes de clubs. Donc il est clair que en tant que manager, que coach, on est obligé de prendre la température et de savoir comment ça réagit. Et puis si on est encore dans les starting blocks, de dire à l'époque on fonctionnait comme ça et ça va fonctionner aussi comme ça avec des jeunes de 20 ans, on va se tromper. Donc il faut sans arrêt prendre la température, étudier un petit peu le fonctionnement du jeune, de la génération Y, celle de la génération Z. On sait qu'elle est totalement différente que la nôtre, et maintenant, ils ont beaucoup plus de talent que nous. Il faut leur donner un petit peu d'espace, cadrer, mais il faut donner de l'espace aussi à ces jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer. C'était pas forcément le cas chez nous, quoi. Tout gagné sur le plan national, je reviens un petit peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ouais. Il manque la Ligue des Champions, c'est ce que vous avez dit en tant qu'entraîneur. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être un départ de Toulouse d'ici quelques années, ou justement... Il a dit qu'il allait gagner avec le Phoenix. C'est ce que j'allais dire, ou justement la gagner avec le Phoenix. Si je me suis pas trompé, j'ai bien dit la gagner avec le Phoenix. Non, mais non, c'est pas du tout d'actualité. Je suis très bien ici. J'ai encore 1 an et demi de contrat. On verra bien par la suite, mais pour l'instant, voilà. Moi j'y trouve vraiment mon plaisir, parce que c'est pas forcément par rapport à l'équipe qu'on entraîne qui est le plus important, c'est surtout d'essayer d'amener le groupe qu'on a le plus haut possible. Il y a plus de fierté finalement que d'entraîner de Paris fierté, Saint-Germain, c'est plus de la fierté, parce que maintenant je pense que moi mon côté fierté je l'ai mis un peu de côté, parce que c'est bon, j'ai eu ce qu'il fallait, et puis je suis pas à la recherche de quoi que ce soit, hormis le fait de faire évoluer un groupe et de l'emmener le plus haut possible. On est un club qui a le 12e budget du championnat, on finit 7e depuis 2 ans de suite, on a fini 8e. On amène ce groupe le plus loin possible, et ça c'est vraiment un kiff pour le staff. On va parler du Phoenix maintenant, un entraîneur heureux sur un début de saison correct, victoire à domicile, malheureusement défaite à l'extérieur, dont une au Paris Saint-Germain justement. Oui, c'est plutôt pas mal par rapport à l'an dernier. Encore qu'à la fin on finit comme 8e en fin de saison dernière, donc c'est pas mal. Il y a des aussi. regrets sur le début de saison finalement. Un petit peu, beaucoup même, mais oui, on est plutôt pas mal, parce que là on a fait 4 matchs, on est sur 2 victoires donc, et 2 défaites, dont le PSG, donc ça c'est fait déjà, le PSG on l'a joué, celui-là les autres auront à le faire. On est plutôt pas mal, on est un groupe jeune qui a vraiment une marge de progression, donc j'espère bien que pendant tout le long de la saison on va progresser. Elle est vraiment très agréable à travailler, elle est très à l'écoute, avec une équipe qui a été... On a eu 7 nouveaux joueurs aujourd'hui. Ce que j'allais dire, beaucoup de rotation. Beaucoup de rotation. Et le retour de Nemanja Ilić qui était prêté à Barcelone sur les derniers mois de la saison dernière. C'est ça, donc 7 nouveaux. Alors c'est sûr que c'est compliqué, parce qu'il faut que la mayonnaise prenne au niveau handball, et puis au niveau ambiance, franchement, c'est une équipe qui vit très bien ensemble, donc elle est vraiment très agréable, donc ça c'est déjà fait. Après, au niveau du handball, il faut un petit peu de temps, mais on se débrouille pas trop mal là, jusqu'à maintenant. Donc on espère le confirmer mercredi contre Aix. J'espère au Palais des Sports, mercredi soir. Venez nombreux pour encourager le Phoenix. Un mois à 2 matchs à domicile. Il y a Strasbourg en Alsace en Coupe de la Ligue. Sinon, il y a Aix et Nîmes qui sont 2 gros morceaux. Qui est très costaud. Très costaud. C'est des équipes qui jouent la Coupe d'Europe, et qui veulent surtout continuer l'an prochain à la jouer. Donc avec des budgets forcément bien au-dessus du nôtre, mais voilà, on est capable aussi d'en accrocher. On a fait Saint-Raphaël, qui était aussi... Saint-Raphaël, Dunkerque aussi. Dunkerque, qu'on a battu aussi, qui sont des clubs qui ont des ambitions un peu plus hautes que nous. Donc voilà, nous, si on est bien, et pour l'instant on est pas mal, parce que contre Paris, on a fait aussi un bon match, on a perdu bien évidemment, mais ça a été un bon match là-haut, donc voilà, si on peut continuer là-dessus, on peut peut-être accrocher une des 2 équipes. Ouais. Et l'objectif du Phoenix là, en 1 minute, justement, on peut prendre l'exemple sur Nîmes, qui n'a pas un budget mirobolant, mais qui fait très mal à domicile, qui est régulier et qui est européen. C'est l'objectif un petit peu de Toulouse. C'est vrai que ça manque de Coupe d'Europe peut-être à Toulouse. Oui, bon, faut encore la mériter. Ça fait 2 ans qu'on n'est pas loin en fait, parce ça s'est joué sur les 3-4 dernières journées pour une place européenne. Nîmes a pris vraiment le bon chemin. Maintenant,
ils ont quand même quelques moyens un petit peu au-dessus de nous pour s'attirer Michael Guigou. Je suis sûr que nous, on peut pas. Qui est passé de Montpellier. On peut pas, et puis Nîmes, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, ils étaient encore derrière nous. Hein, donc, mais effectivement, ils progressent énormément. C'est un exemple à suivre. Ouais, tout à fait. Sans parler d'argent et de budget, sportivement parlant. Ouais, mais c'est quand même, malheureusement, c'est pas très glamour, mais c'est quand même assez lié, en fait. On est d'accord. Et c'est vrai qu'à Toulouse, c'est compliqué, parce que le rugby thésaurise quand même pas mal de choses. Il y a le foot, il y a le volley, il y a le basket, il y a le féminin, le masculin. Donc c'est vrai que le Toulousain est presque trop gâté. Donc c'est difficile aussi de les faire venir en salle, hein, parce que voilà. Donc on se bagarre, et je vous assure qu'à chaque fois que les gens viennent pour la première fois voir le Phoenix, voir un match de handball, sincèrement, ils ne regrettent pas, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Donc, très bien. Un mot sur en 30 secondes sur malheureusement le décès de Jacques Chirac, que vous avez rencontré quand vous avez été champion du monde. Quel souvenir vous avez du président de la République? Alors je vais essayer d'être bref, mais 30 secondes. Ouais, donc je vais vite vous raconter une anecdote, mais c'était un excellent souvenir. J'avais la chance d'être le capitaine de cette équipe-là, et j'avais présenté les joueurs un par un, et je suis tombé sur Jackson Richardson. Donc j'ai dit Monsieur le Président, Jackson Richardson, et il a répondu Congratulations, do you speak French à Jackson, et je lui ai dit Monsieur le Président, Jackson est réunionnais. Il croyait qu'il était étranger en jouant en équipe de France. Donc voilà, c'était le personnage, et c'était top. Quoi. Et c'était un bon souvenir. C'était un excellent souvenir. Il nous a accueillis, mais vraiment avec authenticité. Ouais. Surtout avec le titre de champion du monde, il a dû être. C'était la première manifestation officielle. Quand il a été président, la première chose officielle, ça a été l'équipe de France. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Rendez-vous pour le Toulouse Phoenix Handball. Ce sera mercredi contre Aix-en-Provence. Il y aura Strasbourg et il y aura Nîmes, direction le Palais des Sports mercredi soir. Merci à tous et à lundi avec Sportez-vous bien.